Il y a dans l'histoire des comptes rendus qui font date, et je pense que les 148 pages du compte rendu de la Royal Navy sur la perte de leur premier F-35B depuis leur tout nouveau porte-aéronef Queen Elizabeth après plus de 40 000 nautiques, c'est l'équivalent du tour du monde effectué en 7 mois, eh bien, va marquer l'histoire de la chasse embarquée, que ce soit anglaise, française, américaine, indienne, toutes les chasses embarquées en fait, et que Lord Nelson, tué par un Français, je vous le rappelle, doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce qu'est devenu la Royal Navy. Parce que là, clairement, c'est l'aboutissement d'une multitude de signaux faibles, d'une multitude de manques de professionnalisme, d'une multitude de petits événements qui sont tout simplement le résultat d'une volonté politique britannique il y a quelques années, eh bien de fermer l'aéronaval. Et au moment où ils se sont dit, tiens, on arrête la chasse embarquée, on arrête les arrières, on arrête tout ça, ça sert plus à rien, ils ont détruit l'expérience et le capital RH emmagasiné pendant des dizaines d'années par leurs pilotes, par leurs mécaniciens, par leurs techniciens. Et ils ont essayé de faire machine arrière, de changer tout ça, en se disant, ah ben en fait on a besoin de porte-aéronefs, en fait on va acheter américain, on va prendre du F-35B, et puis puisqu'on ne sait plus faire, on va demander aux Marines américains qui étaient présents à bord, qu'on formait les Britanniques, de nous aider. Là encore une fois, d'un point de vue historique, c'est quand même assez intéressant, mais on se rend compte eh bien, qu'aller demander de l'aide à l'oncle Sam ne suffit pas pour raligner, pour recréer en quelques années seulement, avec une grosse volonté politique ce coup-ci d'aller faire de l'affichage, eh bien, des compétences. Toute perte de compétences va avoir un impact, et si ce F-35 a été perdu, c'est parce qu'ils ont voulu économiser un petit peu d'argent à une époque, et là, eh bien, ça leur revient en plein fouet. Ne faisons pas la même erreur avec nos forces armées. Je vous propose, après le jingle, de voir pourquoi un avion à plus de 100 millions de dollars a été perdu à cause d'une protection à quelques dizaines de dollars. Alors, pour bien comprendre les événements, prenons un tout petit peu de recul. Déjà, le F-35B. Le F-35B est la version B pour boat, pour les bateaux, avec une capacité de décollage très courte et de posée verticale. La version A est pour l'Air Force, il faut toute une piste. La version C est pour la Navy, avec une catapulte et des brins d'atterrissage. La version B a donc besoin, pour bien décoller, eh bien de cette espèce de sky jump qui va aider l'aéronef à prendre la bonne attitude. Les textes à l'heure actuelle chez les Britanniques ne forcent pas le F-35 à se mettre fond de course, si je puis dire, pour prendre un maximum d'élan. Ils autorisent le F-35 à se mettre à la distance minimum possible pour décoller, ce qui pose eh bien, un souci en cas de volonté d'interruption de décollage. Et ça tombe bien, il est prévu à l'heure actuelle dans les textes britanniques qu'une fois que le pilote met plein gaz, lâche les freins et qu'il veut décoller, il est censé décoller et ne doit pas interrompre son décollage. Le Queen Elizabeth, de son côté, a un sister ship, c'est donc 2 porte-aéronefs qui ont été construits par les Britanniques, ce qui est malin. Il fait 65 000 tonnes. C'est un pépère. Oh. Il a été lancé, alors il faut bien aimer l'histoire pour comprendre la blague, le 7 décembre 2017, donc c'est le jour de Pearl Harbor, 284 mètres de long, 69 mètres de large, c'est donc plus long que le porte-avions Charles de Gaulle et plus lourd, on est dans les 40 000 tonnes de 161 mètres, la rampe au bout 12,5 degrés, elle fait 65 mètres de long et 6,6 mètres de haut. Le F-35, on en a beaucoup parlé sur la chaîne déjà, donc je ne vais pas vous refaire une présentation de cet aéronef en détail. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, eh bien, c'est que les Anglais, les Britanniques ont été formés par les Marines américains. Et l'escadron qui est embarqué ce jour-là, le 617e Squadron, il a été recréé sur la base des Marines, la MCAS, donc c'est la Marine Corps Air Station Beaufort, avant de bouger après à la Royal Air Force. Tout le monde est déployé dans le cadre de l'opération Fortis, qui est partie le 21 mai, avec des F-35B du 617e, 7 Merlin et également une unité des Marines, ils ne veulent pas donner dans le compte-rendu le nombre d'aéronefs présents qui appartiennent à l'armée américaine. Mais il y en a plusieurs exemplaires. Ce qu'il faut savoir au niveau du F-35, lors de son décollage comme ça depuis un porte-aéronef, c'est que 60%
de l'air qui vient donner la puissance à son réacteur, c'est quasi 18, 19, 20 tonnes de poussée, proviennent du haut, ça s'ouvre et vous avez donc une entrée d'air additionnelle sur le haut, et 40% par les entrées d'air classiques, donc 20% à gauche, 20% à droite, le F-35 étant un monomoteur. Pour le décollage, il est censé avoir 38 000 livres de poussée. Pour éviter les problématiques de corps étrangers qui rentreraient sur l'aéronef, mais également pour protéger des photographes et dans certaines zones, eh bien vous avez des caches rouges qui viennent être mis au niveau de l'entrée d'air, au niveau de l'arrière, au niveau des protections, au niveau des senseurs également de l'aéronef. Et ces caches rouges sont ce qu'ils appellent le red gear, le matériel rouge. Et à terre, ce n'est pas géré de la même manière qu'en mer. À terre, vous les rangez dans l'avion, juste à côté de là où est parqué l'avion normalement. En mer, on a la problématique du vent sur le pont. Et le vent sur le pont, eh bien, il vous empêche de ranger tout ça en extérieur. Donc il va falloir avoir tous ces caches rangés à l'intérieur du hangar. Il y a donc une cage dans le hangar où on est censé mettre le fameux Red Gear. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Red Gear au niveau des entrées d'air, c'est qu'on est déjà à la 3e itération. Il y a eu pas mal de soucis avec ce Red Gear, parce qu'au début, il dépassait un petit peu de l'entrée d'air, mais il abîmait la surface, le revêtement de peau, qui est un revêtement très particulier pour réduire la surface équivalente radar, la fameuse SER ou RCS, Radar Cross Section en américain. Donc ils ont dit il faut changer de système. Aux États-Unis, après sur la base des Marines, ils avaient un autre système fabriqué localement. Et puis après, c'est Lockheed Martin qui a fourni le Red Gear pour les Britanniques sur ce marché export. Et accrochez-vous bien, sur ce Red Gear, il y avait un écriteau imprimé Remove Before Flight, mais ce Remove Before Flight avait tendance à s'arracher, et donc les Anglais ont dû retirer Remove Before Flight, à retirer avant le vol, sur ces caches d'air, pour éviter qu'il s'arrache et qu'il rentre dans le réacteur. Enfin, vous voyez le niveau de finition du truc, il y a quand même des choses à dire. Mais bon, ils avaient fait des rapports et ils faisaient avec. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que sur le porte-aéronef, dans certains cas, il faut mettre le Red Gear sur les aéronefs. Dans quel cas vous voulez faire ça? S'il y a des photographes qui viennent ou s'il y a des moments d'interruption de vol assez prolongés. Et c'était le cas, eh bien, quelques jours avant notre accident. Pourquoi? Parce que, retour de l'opération Fortis, il fallait passer le canal de Suez. Et donc, pour passer le canal de Suez, on interrompt pendant plusieurs jours les vols, et on va également arrimer, préparer les aéronefs pour du gros temps, pour les protéger. Et il a donc été donné l'ordre de remettre le Red Gear sur des aéronefs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Red Gear, il a déjà posé des soucis. Par exemple, le 23 septembre 2014, à Eglin, avec un avion F-35A, donc de l'US Air Force, ils ont eu un décrochage moteur au décollage parce qu'il y avait un de ces caches de protection, cache d'entrée d'air qui était bloqué et qui a été mangé par le réacteur. Heureusement, c'était à terre, interruption de décollage. 12 mois après, le 10 septembre 2015, là c'est les Marines avec un F-35B à Yuma, dans le désert d'Arizona. Entrée d'air gauche, mangé par le réacteur au décollage. Même problème. 26 juillet 2018, là sur une base de l'Air Force, la base de Hill, un F-35A, il se retrouve avec 78% de puissance seulement au décollage. À 26 nœuds, il entend un gros boom. Interruption de décollage, vous l'aurez compris. Encore ce cache d'entrée d'air qui n'a pas été retiré, qui a été aspiré. Le 21-01-20, F-35C, et pareil, il fait une interruption de décollage à cause de ça. Les Britanniques de leur côté ont eu 9 soucis avec les caches d'entrée d'air, mais principalement des pertes. Typiquement, ils manœuvrent ça sur le pont d'envol et hop là, ça part à la mer. Donc, c'est pas nouveau, mais pourtant, ça n'a jamais été identifié comme un problème majeur sur F-35. Ce qui est intéressant. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve avec un F-35 qui mange autant ses caches d'entrée d'air. Parce que la forme, le design de son entrée d'air permet à ce cache de s'y cacher, sans mauvais jeu de mots. Ça veut donc dire que d'habitude, vous avez des entrées d'air assez simples, vous regardez quand dans votre tour avion, vous voyez s'il y a quelque chose. On voit jusqu'au réacteur. Là, on ne voit pas jusqu'au réacteur à cause de la forme de cette entrée d'air qui a été réfléchie pour réduire la vitesse d'entrée d'air, donc éviter qu'on ait un flux supersonique qui vienne taper le réacteur, mais qui du coup vous empêche de voir et permet à un petit cachotier de se cacher tout simplement. You can't see me. You can't see me. What are you playing, peekaboo? You can't see me. I can
see you. Can you see me? Oh, believe Donc là, nous sommes le 17 novembre 2021. Il fait chaud, on est au large de l'Égypte, on est un mercredi, il est 11h45 et on a des pilotes qui se préparent à partir en vol. C'est un avion monoplace, on a donc un seul pilote. Ce pilote, alors c'est très intéressant, il a été macaroné en 2017. D'accord? C'est son premier tour opérationnel. Il a, accrochez-vous bien, 271h05 sur F-35B. D'accord? L'accident a eu lieu, on l'a dit, 2021. Donc ça fait un peu moins de 4 ans qu'il est macaroné. 271 heures de vol en 4 ans. Très bien. 375 heures 35 de simulateur. Il a 50% plus d'heures de simu que d'heures de vol. C'est intéressant. Il est officier d'appontage, il est leader de 4 avions. Bref, il a un CV dans la marine française, il vous faudrait 600 heures minimum, plutôt 1000 heures sur type pour avoir ce CV-là. Lui, il les a, avec 271 heures et 375 heures de simulateur. Forcément, ça vous fait penser à ce film. How many drops is this for you, Lieutenant? 38. Simulated. À 9h du matin, il a assisté au briefing du bateau. Ensuite, de 9h20 à 10h30, ils ont fait le briefing de la mission. À 10h35, eh bien, ils sont partis se préparer. Il a pris en compte l'aéronef à 10h58. À 10h37, ça prend du temps. À 11h37, il s'est mis à rouler. Et là, il vient mettre pleine puissance. Il se prépare à partir. Il vient avancer à mettre des gaz. Et là, eh bien, en fait, il n'a que 80% de puissance. Il ne le voit pas de suite parce qu'il n'y a pas d'alarme qui vient vous aider à comprendre qu'il y a une différence entre la position à mettre des gaz et ce que le réacteur vous donne sur F-35. Et donc, du coup, il commence son accélération. Là, il se rend compte que ça ne pousse pas comme prévu. Il devrait avoir 38 000 livres de poussée. Il a 31 500. Donc, il lui manque 17% de la poussée. Il décide, contrairement à la procédure, d'interrompre. C'est bien le simulateur. Et là, eh bien, du coup, ça passe pas et il a absolument pas ce qu'il faut pour pouvoir se sustenter en sortie de pont. Ils ont essayé de le refaire au simulateur et quand ils l'ont refait au simulateur, ils se sont rendus compte que même s'il avait continué, ça ne passait pas. C'est quand même intéressant de voir qu'il a essayé de réinventer la procédure en milieu de chemin. Toujours est-il, il s'éjecte, il se pose sur le pont d'envol, un coup de peau, et là il va se relever et il va dire je vais bien, et alors qu'il devrait rester sur place. C'est un des retours d'expérience, une fois que vous êtes éjecté, s'il y a du secours autour, ne bougez pas, attendez le staff médical pour le racher tout ça, sinon vous pourriez vous blesser en plus. Son avion tombe dans l'eau, passe à bâbord, batterie, pour retenir bâbord c'est à gauche, tribord c'est à droite, une batterie de canon, batterie, passe à gauche et là directement vous avez le cache d'entrée d'air qui flotte, qui ressort et tout le monde voit d'où vient le problème. Très rapidement ça fuite sur la toile, on en a parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Toute une opération va être lancée pour récupérer l'épave, qui a plein de matériel confidentiel à bord. 3,35 millions de dollars plus tard, il localise et récupère l'épave. Épave qui est censée avoir un système pour donner sa position si elle est au fond de l'eau. Système qui ne fonctionnera pas. Ils l'ont donc récupéré à l'ancienne. Et l'enquête commence. Notre pilote, il est débriefé. Il est censé avoir un IRM et il n'y a pas de possibilité de faire d'IRM à bord du Queen Elizabeth. Donc il est envoyé en hélicoptère en Crète où il subit des examens médicaux et il va bien, il peut revoler derrière. Quelques petits points quand même, c'est vrai que son éjection était à basse vitesse parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau de son gilet, son rappel de bras gauche n'était pas bien réglé. La longueur n'était pas bonne, donc son rappel de bras, un système qui vient vous ramener les bras, c'est rappel de bras pour amener les bras, rappel de jambes pour amener les jambes, éviter d'être écartelé, eh bien n'a pas fonctionné par défaut de réglage tout simplement de son matériel de survie. Ce qui veut donc dire que s'il s'était éjecté à haute vitesse, il est probable qu'il se soit grièvement blessé le bras gauche, non pas par défaut d'intellectualisation de la part de Martin Baker et de création d'un système, mais par défaut de bons réglages de sa part à lui et de la part des mécaniciens qui aident sur le matériel de survie. C'est un retour d'expérience intéressant, notamment sur Rafale. Assurez-vous d'avoir les bonnes longueurs au niveau des rappels de bras. Alors là, vous allez me dire, comment se fasse? Eh bien, qu'on se retrouve à partir en vol avec cette entrée d'air obstruée. Le pilote fait son tour avion. Point très intéressant, lors de son tour avion, il se rend compte que les pins, les petites pins là, de sécurité au niveau du train, qui empêchent le train de rentrer tout seul au sol, n'ont pas été retirées par ses mécaniciens. Ça veut donc dire que l'après-vol est
catastrophique. Ces mécaniciens qui sont censés préparer l'avion, ils ont mal fait leur boulot. Moi, je ne vous cache pas que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des mécaniciens qui font mal leur boulot au niveau de la prévol. Ça montre bien qu'il y a un souci au niveau des mécanos. Souci qui ressort derrière dans l'enquête à cause de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que l'escadron s'est déployé beaucoup trop tôt. Et il était en train de monter en puissance, il y a eu la volonté politique d'envoyer les hommes, mais les hommes n'étaient pas prêts. Pour vous donner une idée, 55% de l'escadron seulement avait une expérience embarquée avant ce départ en mer pour 7 mois, et seulement 77% de l'unité avait fait sa survie maritime. Ça veut donc dire qu'ils sont partis 7 mois, 33% du staff n'avait pas été formé à la survie en mer. C'est quand même assez bizarre pour des marins, mais ça montre à quel point, du point de vue RH, ils étaient derrière l'avion. Toujours est-il, rajouter à ça la Covid et le fait que certaines chambres de 8 étaient confinées pendant 28 jours. Les marins n'avaient pas le droit de sortir, étaient enfermés à bord du bateau dans leur quartier. Et on se retrouve avec une unité qui manque de personnel à la base, qui en plus se voit renforcée par d'autres unités différentes, mais se connaît mal et surtout souffre de manière très forte d'un rythme opérationnel beaucoup trop fort. Ça vole 6 jours sur 7. Donc pendant 6 jours, il faut envoyer les vols et même il y a eu ce qu'on appelle des surges, des augmentations de rythme pour des besoins opérationnels. Et pendant le jour off, vous ne vous reposez pas, au contraire, vous réparez les avions. Et donc ils sont en permanence à fond, les mécaniciens, ce qui les amène à dire d'ailleurs que le plus gros sous-marin de la marine britannique, c'est le Queen Elizabeth, parce qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont même pas le droit de sortir dehors. Il n'y a pas de moment où ils peuvent aller prendre l'air ou se régénérer, ce qui forcément vous amène à être moins bon dans votre travail, à faire plus d'erreurs, d'inattention, voire de fatigue. Et c'est justement de là que vient tout le problème. Les avions étaient sur le pont d'envol pour la traversée du canal de Suez. Pendant la nuit précédente de vol, 2 mécaniciens, Engineer 1 et Engineer 2, sont envoyés pour préparer l'aéronef. Sauf que, à mi-chemin, avant d'arriver à l'avion, un des deux se voit tasqué pour faire du rangement. C'était pas sa mission à la base, mais manque de personnel oblige, on lui dit tiens, il faut que tu fasses ça. Donc on a un mécanicien qui arrive sur l'avion, qui va retirer les cages de sécurité d'un côté, mais pas de l'autre, parce qu'il faut être 2 pour trimballer tout ça, et il se dit, mon collègue, quand il aura fini le rangement, il va faire ça. Après les repas, tout ça, ils ne se croisent pas. Ils se laissent les affaires les uns les autres, mais ils ne se recroisent pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du vent. Le cache d'air côté gauche n'a pas été retiré, mais par un coup de vent, il y a beaucoup de vent des fois en mer, s'est retrouvé enfoncé à l'intérieur de l'entrée d'air. Et sur le pont d'envol, de nuit, pour ne pas faire trop de lumière et pas gêner la passerelle Avia où il y a tous les chefs, il est interdit d'utiliser des lumières blanches. Ils ont donc des filtres, les mécaniciens, sur leur petite lampe, des filtres de couleur. Or, ils ne sont pas formés à l'utilisation de ces filtres de couleur, c'est même marqué dans aucun texte qu'il faut les utiliser, et ces filtres des couleurs jouent sur votre perception justement des couleurs et votre capacité à voir du rouge au fond, d'une manche au fond d'une entrée d'air qui est peinte en blanche. Il faudrait regarder avec une lumière blanche. Donc toutes ces petites choses mises les unes après les autres font qu'on se retrouve avec une entrée d'air enfoncée, avec derrière un autre aéronef qui perd son entrée d'air et qui passe par-dessus bord, avec d'autres... Mais c'est un truc de fou, je vous invite à lire le rapport. D'autres entrées d'air qui, elles, sont poussées ou sont récupérées sur le pont d'envol. Bref, il y a des entrées d'air partout. Une par-dessus bord, une qui traîne sur le pont d'envol, une qui s'enfonce. Tout le monde essaye de récupérer tout ça. Personne ne regarde, in fine, si on a bien tout récupéré. Et ce qui devait arriver, arriva. Une protection d'entrée d'air est oubliée au fond. Et la visite de manche, comme on dit, a été mal effectuée. Et on se retrouve avec un aéronef qui décolle et qui s'autodétruit. C'est clairement du facteur humain et du facteur organisationnel. C'est pour ça que le compte-rendu partage 46 recommandations, met en avant l'absence d'entraînement suffisant et le très haut niveau de fatigue des mécaniciens et même des pilotes. Le département de la Navy Flight Safety Center a même fait des études sur les conditions de travail à bord et se sont rendus compte qu'il faisait très chaud, qu'il y avait beaucoup de routine, beaucoup de travail, qu'il y avait une forte pression opérationnelle, bref, que les conditions n'étaient pas bonnes avec souvent des températures au-dessus des 40 degrés. Quand vous partez en mer comme ça, sous-préparé avec une volonté de votre état-major de dire il faut qu'on brille au niveau international, derrière qui est-ce qui trinque? C'est le personnel sur le pont, c'est les mécaniciens. Et ce que met en avant ce rapport qui est très honnête, c'est tout simplement
la différence de représentation mentale, de conscience de la situation des décideurs, des planificateurs par rapport à la réalité du terrain. Et c'est quelque chose qui est vrai dans la marine anglaise, qui est vrai dans la marine française et qui est vrai dans énormément d'entreprises aussi. Cette divergence, cette fausse représentation mentale que se font les planificateurs de la réalité du terrain, ils gagneraient à aller passer quelques jours ou à minima quelques heures sur le pont d'envol, voir le rythme. Donc ce qui ressort, c'est que la Royal Navy n'a pas pris le temps de capitaliser sur ces retours d'expérience des petits embarquements qu'ils ont fait avant la sortie de 7 mois. Et donc du coup, rien n'a changé d'un point de vue process, ils sont partis en mer avec des process qui n'étaient pas bons. Énormément de mécaniciens sortaient tout droit d'école, avaient très peu d'expérience et se sont retrouvés un petit peu lâchés dans la nature de nuit sur le pont d'envol. Les problèmes de protection rouge n'avaient pas été évoqués au briefing. Mécanicien numéro 2 qui a été gêné, à qui on a demandé d'aller ranger des choses, s'est fait interrompre dans son process. Et on sait bien que cette interruption lorsque vous faites une tâche est accidentogène. Il ressort également qu'il faut utiliser des lumières blanches sur le pont d'envol, que personne n'a vérifié la protection et si toutes les protections ont bien été rangées. Donc il y a un souci au niveau du process pour ces protections-là, que le F-35B est en fait le premier aéronef qui peut cacher des choses lors de l'après-vol à cause de cette forme très particulière de l'entrée d'air et que le personnel pilote ou mécanicien n'avait pas été assez sensibilisé à ce danger-là, à cette spécificité-là de cet avion coquin, que les entrées d'air, même si la troisième itération, ne sont pas tout à fait bien pensées, qu'il n'y a pas d'alarme pour prévenir le pilote s'il y a une incohérence entre la position de la manette des gaz et la puissance que lui donne son réacteur, que l'escadron avait été déployé alors qu'il n'était pas encore au bon niveau et que la fatigue était trop forte à tous les niveaux de la chaîne. Donc ce compte-rendu, je vous mets le lien en dessous, est extrêmement riche parce qu'il est honnête, même s'il y a des morceaux qui sont cachés, qui ne sont pas révélés au grand public, notamment autour des vitesses lors du décollage du pilote de F-35, on peut comprendre pourquoi. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que casser son expertise RH en arrêtant la chasse embarquée pendant quelques années va avoir d'énormes répercussions et la perte de cet avion, on peut le dire, est due à une volonté de remonter en puissance absolument incohérente avec la réalité de la complexité du métier. C'est pour ça que dès qu'on réduit un format d'armée, dès que vous réduisez un format d'unité, un format d'expertise, il est illusoire de croire que la vitesse avec laquelle vous avez décéléré ou réduit le rythme sera symétrique avec la vitesse de remontée en puissance que vous allez pouvoir obtenir le jour où vous allez décider d'inverser la vapeur. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la chasse embarquée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en dessous. On met souvent nos vidéos en exclusivité sur maquin.tv si vous voulez aller voir. Sinon sur debrief.org, on range toutes les vidéos, ce qui peut être un peu plus utilisateur friendly que YouTube parfois. À très bientôt, peut-être pour une conférence ou une formation, un workshop dans vos entreprises. On vient avec de la réalité virtuelle, on vous fait piloter des avions pour vous mettre dans des situations de leadership et de followership. On n'est rien sans des bons équipiers. Il est important de bien intellectualiser son rôle en tant qu'équipier. Et bien, directement dans votre entreprise, dans vos locaux. Allez, j'en dis pas plus. À très bientôt sur la chaîne. Fly safe.